Bien, bienvenue à tous. Viens à côté de moi. Dans cette journée qui met le curseur sur les estuaires qui sont, comme nous le savons, porteurs de gros enjeux transverses, des enjeux hydrographiques. On peut penser en premier à la sécurité de la navigation, par exemple, environnementaux, évidemment, des enjeux en matière de risque, de submersion, tout comme océano aussi, avec un fleuve qui vient rencontrer la dynamique de l'océan, son écosystème, et qui tutoie l'océan et conditionne une partie de la dynamique littorale. Aller capturer un signal fine échelle, haute fréquence, tout comme anticiper l'évolution de la hauteur d'eau à l'horizon climatique, estimer éventuellement sa variabilité au long cours, concentre les travaux de recherche, d'ingénierie, de prise en main par les entités décisionnaires, les collectivités locales. C'est vraiment un terrain de rencontre, évidemment multidisciplinaire, mais de beaucoup d'entités. Très intéressant à ce sujet. Donc notre propos introductif s'inscrit dans la continuité des thématiques abordées hier, avant-hier, dans les journées REFMAR. Les estuaires ne sont pas simplement le lieu de rencontre des forces dynamiques, hydrauliques, contraires, éventuellement. Donc on pense évidemment au rôle très important du débit du fleuve face à la propagation d'une onde de marée, par exemple. C'est un endroit générateur d'un écosystème fluvio-marin, d'une richesse et d'une complexité qui pousse l'intérêt autant qu'elles mettent au défi de comprendre le fonctionnement actuel. Donc on a la chance d'avoir des présentations riches tout au long de la journée. Et sur ce point, nous indiquons la présentation de Yannick Fossifossi ce matin et de Julie Chénel qui vont parler de cette thématique. En même temps, cela met au défi on va dire la dérive ou l'évolution au long cours et la capacité de modélisation et de comprendre et d'observer sur le long terme un estuaire dans le cadre du changement climatique. Ce sera la première présentation qui nous sera présentée par Gonéry Lecauzanet. L'expertise et la modélisation numérique, qui est un outil puissant, donc ce sera en partie adressé par la présentation de Fabrice Klein ce matin, et aussi de Julien Deloffre. Donc cette expertise et cet outil sont convoqués pour relever les défis posés par les fonctionnements singuliers de cet estuaire qui se dérobe parfois aux lois de la linéarité ou d'une non-linéarité de premier ordre, on va dire, pour rester sur la partie dynamique. La donnée in situ et son déploiement dans un environnement instable, on l'a vu aussi pendant les journées précédentes, variable, est une clé du système. La mesure de la hauteur d'eau, du débit du fleuve, l'onde de marée, le trait de côte demandent nécessairement à la technique instrument in situ et spatiale une amélioration continue qui est relevée régulièrement par un maillage de structures, d'organisations et d'agences. Dans ce premier contexte, nous tenons aussi à remercier tous les participants et les intervenants qui vont enrichir cette session, les auteurs des posters qui sont proposés aujourd'hui. Et avant de passer la parole à David Goots, je remercie, l'occasion n'est pas si fréquente, donc je remercie le CHOM qui dédie chaque année un temps pour mettre en avant la hauteur d'eau, une variable clé de l'hydrographie qui symbolise bien ces enjeux posés en estuaire. Merci à Océanopolis de permettre la tenue de REFMAR dans des locaux, ici même, lieu Océanopolis, lieu brestois, d'un des liens forts à l'océan. Et puis c'est avec un réel plaisir que je co-anime cette matinée avec David Goots, directeur adjoint de la DREAL des Pays de Loire. Et je lui passe la parole pour notre propos introductif. Merci Gwenaëlle. Plaisir partagé, évidemment, de retrouver la communauté scientifique travaillant sur l'océanographie et les interactions fleuve-mer qui me sont chères pour ceux qui me connaissent un petit peu. Donc, ravi de trouver et de partager cette journée sur les estuaires. Alors, je suis directeur adjoint de la DREAL. Vous connaissez les DREAL sous l'angle des services de prévision des crues qui vont intervenir cet après-midi pour présenter leurs activités dans la problématique de prévision des crues et d'hydrométrie. Mais moi, là, j'interviens plutôt en propos introductif au titre de la DREAL comme
c'est un peu la même chose. La DREL, c'est un peu comme un estuaire finalement. C'est un peu le point de rencontre entre une matière scientifique qui existe et des politiques publiques qui ne sont pas forcément complètement déterminées par le fait rationnel. Et donc, la DREAL a pour but de mélanger tout ça et de produire de l'action sur les territoires qui soit cohérente avec la matière scientifique, mais efficace aussi en termes politiques. Donc, c'est un peu sous cet angle que je vais essayer de partager quelques éléments avec vous sur l'intérêt que je porte à cette journée, et j'espère que vous porterez aussi. Les estuaires sont pas, comment dire, c'est pas le parent pauvre de la science, mais c'est quand même un territoire dans lequel on manque un peu de pratique, de recul, de points de comparaison. C'est encore des domaines un peu à défricher, tant ils sont complexes. Gwenaëlle a rappelé la superposition des différents sujets, finalement, qui s'entrechoquent dans un estuaire. Il y a des sujets hydrauliques, hydrodynamiques, du trait de côte. Donc il y a tous ces sujets de physique, de géophysique. Il y a la sédimentologie, la géomorphologie. Enfin, on commence à toucher du doigt la géographie. Mais l'estuaire, c'est aussi un espace habité, c'est aussi un espace dans lequel il y a des usages industriels, portuaires, des usages de la pêche, professionnels, amateurs, des aménités environnementales, des gens qui vivent là parce qu'ils doivent y travailler, mais aussi qui vivent là parce qu'ils sont bien contents de trouver un espace de marais salant qui est agréable à l'œil et au nez. Voilà, on a un espace en fait dont chacun s'approprie un peu les caractéristiques sans forcément penser au pourquoi du comment ces caractéristiques sont en place. On a l'impression que de toute éternité, les estuaires sont là avec leurs différentes caractéristiques géophysiques et biologiques. Mais en fait, ce sont des espaces hyper dynamiques, en mouvement, qui vont l'être encore plus sous l'effet du changement climatique. Et donc, toutes les habitudes qui ont été prises par tous les acteurs socio-économiques qui partagent cet espace de manière plus ou moins cordiale, vont être mises à mal par les effets du changement climatique. Alors déjà qu'aujourd'hui, ce n'est pas très simple de mettre tout ce monde d'accord, autant vous dire qu'on est un petit peu inquiet sur la capacité à tenir des consensus de politique publique dans ces espaces dans les temps à venir. Et le point important, c'est que l'expertise, qui aujourd'hui, on va dire, est un peu souterraine par rapport aux discussions qu'il peut y avoir dans un estuaire, elle est de plus en plus convoquée pour essayer de comprendre finalement qui a droit à quoi, qui peut prétendre à quoi dans l'utilisation des ressources de l'estuaire. Donc vous, chacun à votre manière, avec votre expertise sur un des sujets particuliers qui permet d'éclairer le sujet estuaire, vous apportez une contribution à la compréhension de ce qui se passe et à la compréhension des équilibres qu'on peut trouver entre les parties prenantes. Mais il se trouve que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est encore dans un stade où on n'a pas encore posé toutes les bonnes questions aux sachants et on n'a pas forcément, du côté des parties prenantes, envie d'entendre toutes les réponses non plus. Il y a le flou actuel, enfin le flou qui entoure actuellement la connaissance dans les estuaires profite un peu à tout le monde et sur ce flou, on arrive à trouver des accords entre les parties prenantes. Il est possible qu'à fur et à mesure qu'on dégage des clarifications sur la façon dont fonctionnent ces milieux et dont ils vont fonctionner sous effet de changement climatique, on en arrive pas forcément à poser de mauvaises questions, mais plutôt à poser des réponses qui ne vont pas plaire à tout le monde et qui vont nécessiter de trouver des modalités d'en tenir compte dans la suite, et ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Donc voilà, c'est presque une prophétie sur votre activité. Je pense que vous allez être de plus en plus mobilisés pour dire les choses, comment ça se passe dans les estuaires, et de plus en plus pris à partie sur le fait qu'on n'aime pas tellement vos réponses et qu'on va aller peut-être chercher d'autres experts pour dire un peu autre chose que ce que vous avez envie de dire. Or, s'il y a bien quelque chose qui est compliqué dans les estuaires, c'est la singularité des estuaires. Chaque estuaire a vraiment ses caractéristiques propres. Il est très difficile de transposer d'un estuaire à l'autre les certitudes qu'on a acquises ici pour les transposer là. Donc je pense qu'il y a un bel exercice à la fois de pédagogie, d'humilité et en même temps d'exposition à la critique qui nous attend tous collectivement. Mais on va le voir avec les présentations de ce matin et de cet après-midi. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses à partager et je ne doute pas que vous soyez au rendez-vous des défis qui nous attendent. Merci à tous et bonne journée de travail. D'accord, donc pour la mise en place du premier intervenant, nous accueillons M. Kouzanec pour la présentation sur le changement climatique.
Donc merci pour cette invitation. Voilà, je suis Goniri Lecozané, je travaille au BRGM et j'ai contribué au 6e rapport du GIEC, le groupe 2 sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation. Et aujourd'hui, donc, j'ai essayé de faire une synthèse sur les estuaires. Donc là, par exemple, en bas, vous voyez un estuaire, c'est l'estuaire de la Durdan en Seine-Maritime. Il est très aménagé. Il y a un système qui empêche l'inondation de la basse vallée de la Durdan à marée haute. Il y a une digue, etc. Et évidemment, des petits estuaires comme ça, il y en a énormément. Et il y a aussi des gros estuaires, donc on va voir un petit peu. Donc le 6e rapport du GIEC, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la synthèse la plus récente et la plus précise sur les sciences du climat, les conséquences du changement climatique et les possibilités d'adaptation et d'atténuation. En fait, à chaque cycle du rapport du GIEC, vous avez des rapports spéciaux et des rapports d'évaluation. Et pour ce cycle-là, il y a eu 3 rapports spéciaux entre 2018 et 2019. Un sur les terres, un sur l'océan et la cryosphère, et un sur les possibilités de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et 3 rapports d'évaluation, un sur les sciences du climat, le groupe 1 sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation, le groupe 2, c'est celui auquel j'ai contribué, et le groupe 3 sur l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc le but du rapport du GIEC, ce n'est pas de faire des recommandations, c'est d'informer les gouvernements et éventuellement les autres acteurs, mais tout d'abord les gouvernements, sur les conséquences de leurs décisions. Le GIEC a été en fait établi à la fin des années 80 pour faire le lien entre la science du climat et la décision, parce que voilà, on comprenait bien qu'il y avait un enjeu, mais les messages clés n'étaient pas forcément très facilement accessibles. Donc le GIEC joue ce rôle. Et depuis, il y a un autre organisme qui joue ce rôle également, c'est l'IPBES pour la biodiversité depuis quelques années. Donc pour ce 6e rapport d'évaluation, il y a eu 720 scientifiques de 90 pays qui ont contribué. Pour le groupe 2, c'était 270 auteurs de 67 pays. On a analysé 34 000 publications en 4 ans avec le soutien de presque 700 contributing authors, qui sont des gens qui soumettent des petites synthèses de 2 pages en fait, sur leur sujet de spécialité. Alors la question de l'élévation du niveau de la mer, dans le groupe 2, il n'y a pas, par rapport au dernier rapport, les précédents rapports avaient un chapitre côtier. Là, dans ce rapport, il n'y a pas de chapitre côtier. L'information, elle est dans un chapitre 3 qui porte sur l'océan et les écosystèmes côtiers, dans un petit chapitre sur les grandes villes côtières, en fait, voilà, les établissements côtiers, et puis également tous les chapitres régionaux. Donc il faut reconstituer l'information si on veut avoir un message complet sur ces questions-là. Alors, un petit rappel là sur le groupe 1. Le groupe 1 nous dit que depuis 1850, le climat s'est réchauffé de 0,8 à 1,3 degré. Donc vous voyez sur cette courbe que c'est sans précédent depuis 2000 ans. En fait, on a une montée des températures globales depuis 150 ans qui est sans précédent depuis 2000 ans. Et puis, la totalité de ce réchauffement est due aux émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez en fait sur la figure de droite, une courbe en noir qui représente les observations. Vous voyez l'augmentation des températures globales depuis 1850. Et vous avez 2 jeux de simulation. Un jeu de simulation qui comprend tout ce qui est en fait émissions de gaz à effet de serre et également les cycles solaires, volcaniques, etc. Ce sont les simulations en orange et on voit qu'elles représentent bien les observations. Et puis un jeu de simulation qui est vert, qui ne prend pas en compte les émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols, mais uniquement les cycles solaires et les éruptions volcaniques. Et vous voyez que ce deuxième jeu de simulation est incapable de représenter les observations. Donc on a bien un réchauffement climatique en fait qui est vraiment complètement anormal par rapport aux périodes précédentes et qui est causé à 100% par les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des évaluations basées sur les déséquilibres énergétiques terrestres. Alors le rapport du groupe 2, voilà, je commence par poser le cadre un petit peu général. Il étudie les risques liés au changement climatique. Et donc les risques, c'est le croisement de l'aléa, la vulnérabilité, l'exposition. Et on considère également les réponses qu'on a à ces risques. Donc le paysage général, c'est de dire que chaque incrément de réchauffement climatique intensifie les aléas, tels que les vagues de chaleur, les problèmes sur les ressources en eau, les inondations. Donc là, voilà, à la fois liées aux pluies intenses, parce que 1 degré de réchauffement climatique, c'est 7% de plus d'eau dans l'atmosphère qui retombe principalement sous la forme de précipitations extrêmes. Et puis les inondations également liées à l'élévation du niveau de la mer. Donc là, on commence à arriver sur les estuaires. Et tous les impacts en cascade sur la société et les écosystèmes. Donc sur l'aléa, il s'aggrave et il va continuer à s'aggraver tant qu'on n'aura pas atteint le net zéro émission. Sur la vulnérabilité, on a plusieurs indicateurs, mais par exemple le fait qu'aujourd'hui il y a 1 milliard de personnes qui habitent dans des zones basses côtières dans le monde, ou 3,3 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables, 25% des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux étudiés sont menacés d'extinction, c'est 1 million d'espèces sur 8 millions d'espèces estimées. Et puis on a une exposition qui est très forte, donc la pression sur les terres, l'expansion urbaine, et une adaptation qui est souvent peu efficace en fait, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qu'on appelle maladaptation
Ce sont des aménagements en fait, qui contribuent à aggraver la situation. Donc on peut en avoir plein en tête, mais notamment par exemple, c'est vrai que dans le côtier, dans certains cas, ériger des digues sur des sites où il y aurait d'autres solutions, ça peut causer beaucoup de problèmes en termes d'affouillement des infrastructures, etc., etc. Des problèmes de financement et des problèmes de limite à l'adaptation. Donc ça, c'est le paysage général. Donc c'est vrai que quand on va étudier les estuaires, il faut se mettre dans la tête que on n'a pas que le problème de l'élévation au niveau de la mer, mais on a tout un ensemble de problèmes qui vont affecter les estuaires. Alors je vais ensuite faire un petit rappel sur l'élévation du niveau de la mer avec l'image du marégraphe que connaît bien Nicolas, donc le marégraphe de Brest. Donc qu'apprend-on sur le niveau de la mer dans le rapport du GIEC? Alors les observations nous montrent que l'élévation du niveau de la mer s'accélère. Donc au XXe siècle, on avait 1,5 mm d'élévation du niveau de la mer par an. À la fin du XXe siècle, c'était plutôt 2,3. Et depuis 2006, on est à 3,7 mm par an. Donc depuis 2000, en fait, l'accélération, elle est principalement liée à la fonte accélérée du Groenland. Et ce qu'on voit, c'est que les modèles de climat parviennent à reproduire l'élévation du niveau de la mer globale de manière satisfaisante depuis au moins 1980. Donc là, ce que vous voyez en noir, et puis dans toutes les courbes, en fait, ce sont des évaluations d'élévation du niveau de la mer basées sur des observations. Et ce que vous voyez en bleu, là, on ne voit pas mon curseur en fait, ah si on le voit. En bleu, ce sont les reconstructions à partir de modèles de climat. Donc vous voyez que les modèles de climat représentent bien les observations. Alors quand on remonte loin dans le passé, effectivement, avant les années 1950, là il y a des écarts qui se créent. En fait, les modèles de climat ne reproduisent pas la totalité de l'élévation du niveau de la mer observée. Il y a plusieurs explications à ça. Voilà, c'est peut-être des glaciers au Groenland dans les années 30 qui ont fondu assez rapidement et qui ne sont pas bien représentés dans les modélisations climatiques, ou peut-être d'autres choses. Donc les causes de l'élévation du niveau de la mer sont bien comprises. Au niveau global, c'est l'expansion thermique des océans. L'océan se réchauffe, donc il se dilate. La fonte des glaces des glaciers de montagne. Une contribution par les eaux souterraines et de surface. Et puis surtout, en fait, au niveau global, la grosse question, ce sont les deux calottes Antarctique et Groenland, parce que donc le Groenland représente 7 mètres potentiels d'élévation au niveau de la mer et l'Antarctique 60 mètres en fait, entre 50 et 60 mètres. Évidemment, tout ça ne peut pas fondre rapidement, mais il y a un potentiel d'élévation du niveau de la mer qui est gigantesque dans ces calottes de glace. Au niveau régional et local, on a effectivement des effets de la circulation océanique, des changements gravitationnels liés aux pertes de masse au pôle et des mouvements verticaux du sol. Mais je dirais que, hormis les zones où on a un sol qui s'enfonce très rapidement, on est toujours plus ou moins dans 20% de la moyenne globale en fait, en termes d'élévation du niveau de la mer projetée localement. Donc, du moins pour les zones habitées. Donc, on peut s'informer à partir des projections globales. Ça donne déjà une bonne idée de qu'est-ce qui peut nous attendre. Donc effectivement, la grosse question, ce sont les calottes de glace en Arctique et au Groenland et en Antarctique, avec deux situations qui sont très différentes. En fait, au Groenland, là, ce que vous voyez, c'est la topographie sous la calotte de glace du Groenland. Donc tout ce qui est en vert est au-dessus du niveau de la mer. Et donc vous voyez que la calotte de glace du Groenland, il faut l'imaginer ici, elle est principalement au-dessus du niveau de la mer. Il y a peu de zones qui sont en contact direct avec l'océan. L'Antarctique, c'est très différent. Là, c'est la topographie de l'Antarctique. Et vous voyez que toute cette calotte de glace là qu'on appelle l'Ouest Antarctique, en fait, elle est en contact direct avec la mer. Donc le problème qui se passe en Antarctique, en fait, les deux problèmes sont très différents. Au Groenland, vous avez de la fonte en surface, donc c'est très sensible aux phénomènes météo sur le Groenland, les canicules pendant l'été, etc. Et puis en Antarctique, c'est le réchauffement de l'océan qui en fait cause un recul de ces calottes marines qui sont en contact direct avec la mer, et ce recul peut être auto-entretenu avec des processus qui aujourd'hui ne sont pas très bien compris, c'est-à-dire que à défaut, on sait très bien effectivement que le réchauffement cause un recul qui peut être auto-entretenu de ces calottes de glace lorsque le socle s'enfonce lorsqu'on va vers la calotte, mais il peut y avoir un scénario plus grave qui serait causé par en fait davantage de fonte en surface en Antarctique. Aujourd'hui, il y a très peu de fonte en surface, mais avec le réchauffement climatique, il peut y en avoir davantage. De la fracturation de ces plateformes de glace qui cause une débâcle accélérée avec des falaises qui sont tellement grandes qu'elles ne sont pas stables. Et dans ce cas-là, en fait, ce sont ces scénarios qui nous amènent à des scénarios, par exemple, de 1,50 m, 1,70 m en 2100 et bien davantage après. En fait, ça suppose effectivement l'intervention de ce processus dans lequel on n'a pas une confiance très très importante. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si ça va se produire au 21e, 22e siècle ou peut-être jamais en fait.
Mais voilà donc les projections de niveau de la mer, donc du GIEC, avec, disons, deux effets, enfin deux nouveautés par rapport aux projections précédentes. Donc la première, alors vous voyez, hein, les projections, déjà première chose, on sait que le niveau de la mer va continuer à monter pendant des siècles, et on sait que voilà, c'est très difficile le mieux qu'on puisse espérer, c'est en limitant le réchauffement climatique, c'est stabiliser l'élévation du niveau de la mer à 4 mm par an. Donc il y aura de toute façon de l'adaptation à 4 mm par an d'élévation du niveau de la mer. Mais effectivement, plus vous réchauffez plus le climat se réchauffe et plus le niveau de la mer va monter. Dans un cas à forte émission, on peut être entre 60 cm et 1 mètre en 2100, et puis entre 2 mètres et 7 mètres en 2300. Sans pouvoir exclure 15 mètres. Donc la grande nouveauté de ce rapport, c'est que explicitement dans la figure de synthèse, on a la reconnaissance qu'il y a une possibilité que l'Antarctique fonde très rapidement. Et donc c'est cette courbe en pointillé qui nous amène à 1,7 mètre en 2100 et potentiellement jusqu'à 15 mètres en 2300. Voilà. Donc voilà, il y a une confiance faible dans les processus, mais on ne peut pas l'exclure. Donc atténuer le changement climatique donne du temps à l'adaptation. Vous voyez que plus vous atténuez le changement climatique, plus vous avez de chances d'arriver bas. Il y a également une possibilité que dans un cas de faible changement climatique, vous ayez quand même des contributions fortes de l'Antarctique, mais ça ne nous amène pas à cette courbe-là qui nous amène à 1,7 mètre en 2100. Donc atténuer le changement climatique donne du temps à l'adaptation. Et les risques côtiers affectés par l'élévation du niveau de la mer, en fait, on commence à les voir. On commence à voir ce qu'on commence à voir de plus en plus. En fait, ce sont des submersions chroniques à marée haute, notamment en Virginie, en Nouvelle-Zélande, et puis peut-être également, il va falloir s'intéresser un peu en Outre-mer. Là, en Guadeloupe, ça commence à venir, puis peut-être en Guyane également. Et puis, donc ça, c'est vraiment la première urgence. Les études scientifiques qu'on a revues montrent que dans les années 2030, on va avoir effectivement ce genre de phénomène qui va se multiplier dans les ports. Après, les autres risques, c'est l'augmentation des submersions lors de tempêtes, l'accentuation de la salinisation, l'aggravation de l'érosion et la submersion permanente. Et puis effectivement, sans adaptation, les risques côtiers augmenteront considérablement bien avant 2100 du fait de l'élévation du niveau de la mer. Parce que lorsque vous avez, alors ça Valérie Masson-Delmotte l'a présenté l'autre jour, vous superposez à l'élévation du niveau de la mer une surcote, et vous rendez d'une certaine manière plus fréquentes les événements extrêmes, avec des conséquences qui peuvent être assez importantes. Là, ici, sur un lit d'eau dans le sud de la France, c'est des simulations assez anciennes déjà, mais c'est toujours valable. Une tempête, disons, actuelle, en fait, qui s'est passée en 1983, avec 35 cm d'élévation au niveau de la mer, vous avez pratiquement tout le lit d'eau qui est inondé, en fait. Voilà, il y a 1 mètre, évidemment, des hauteurs bien plus importantes. Alors maintenant, on va faire un focus sur les estuaires. Donc là, ce que vous avez, c'est un estuaire en Corée, avec plusieurs cités, une zone écologique très importante pour les oiseaux, en fait, pour les oiseaux migrateurs, et puis une barrière estuarienne pour empêcher la salinisation de l'estuaire et puis les inondations. Donc des enjeux extrêmement importants. Et puis curieusement, quand on regarde dans le rapport du GIEC, effectivement, on ne voit pas dans le résumé aux décideurs de messages spécifiquement sur les estuaires. On retrouve les messages dans le chapitre océan, dans quelques chapitres, etc. Il faut le reconstituer. C'est probablement pas à la hauteur des enjeux que représentent les estuaires. Et pourquoi ? Parce que le GIEC se base sur la littérature publiée et probablement, enfin je suis convaincu qu'il y a un effort de recherche qui est probablement insuffisant aujourd'hui sur les estuaires par rapport aux enjeux. On peut constater que par exemple sur les plages sableuses, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Sur les estuaires, il y a probablement beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Donc des messages qui viennent du rapport du GIEC. Donc les socio-écosystèmes estuariens sont très vulnérables au changement climatique. Dans le chapitre 3, il y a une synthèse à ce niveau-là. Donc les facteurs, en fait, disons, aggravants, c'est le niveau de la mer, les sécheresses, l'augmentation des températures de l'eau et de l'atmosphère, la salinisation, l'eutrophisation, l'hypoxie, l'acidification. Alors le rapport dit clairement qu'au XXe siècle, les changements les plus importants sont liés aux activités humaines. Mais depuis quelques décennies, les effets du changement climatique deviennent de plus en plus évidents. Et notamment, en fait, tous les effets sur la biodiversité estuarienne. Alors, il y a un exemple qui est présenté dans le chapitre 13, le chapitre sur l'Europe, c'est Venise, alors qui est un estuaire, voilà, un peu particulier, mais c'est un estuaire. Venise, donc vous voyez la ville historique, elle est dans le lagon, elle est connectée à la mer Adriatique par 3 passes.
Et donc il y a une particularité à Venise qui est que non seulement il y a l'élévation du niveau de la mer d'origine climatique, mais en plus il y a une subsidence à peu près 1 mm par an. Là vous le voyez sur le service Copernicus Ground Motion Service, qui est en cours de validation. Hein. Vous avez 1 mm d'élévation du niveau de la mer, et puis au XXe siècle par exemple vous aviez 1 mm de subsidence, le sol qui s'enfonce, et puis au XXe siècle vous aviez 1,5 mm d'élévation du niveau de la mer d'origine climatique, et c'est en train de s'accélérer. Donc on a Venise en fait qui subit depuis très longtemps une élévation du niveau de la mer relative, avec des effets qui sont perceptibles sur la fréquence des aqua alta, donc ces submersions chroniques qui sont liées à des conditions météorologiques particulières dans l'Adriatique. Donc la fréquence des inondations est passée de 1 par décennie au début du XXe siècle à 40 par décennie entre 2010 et 2019. Donc en 2019, vous avez eu la barrière Mose qui a été construite. La barrière Mose, c'est une barrière amovible qui empêche en fait l'eau de l'Adriatique d'entrer dans le lagon. Donc à partir de 2020, en fait, les dernières inondations, il me semble que c'était en 2019, il y a eu des dommages sur le patrimoine culturel. La barrière s'est fermée. Il y aura probablement plus de submersion aqua alta pendant quelques décennies. Le problème, c'est combien de temps la barrière Mose sera-t-elle efficace ? Peut-être pas très longtemps en fait, parce que ce qu'on voit, c'est que plus le niveau de la mer s'élève, plus il sera nécessaire de fermer la barrière. Et par exemple, à 50 cm d'élévation du niveau de la mer, il va falloir fermer la barrière 2 mois par an, ce qui aujourd'hui paraît assez impossible en fait, parce que la barrière est vraiment conçue pour se fermer lors d'épisodes de marée haute en fait. 2 mois par an de fermeture de la barrière, ça veut dire une limitation du trafic maritime, et puis également une limitation des échanges d'eau entre le lagon et puis l'Adriatique, donc avec des conséquences pour les écosystèmes. Et vous voyez en fait que selon les projections d'élévation du niveau de la mer du GIEC, pour de fortes émissions de gaz à effet de serre, les 50 cm, ils sont atteints entre 2050 et puis on va dire 2120, quelque chose comme ça. Voilà, donc à partir de là, il y a besoin de nouvelles mesures d'adaptation. Il y en a un certain nombre qui sont proposés aujourd'hui dans les acteurs. Donc il y a l'expansion des marais salants, il y a également une recharge artificielle des aquifères salins profonds pour limiter la subsidence de la ville. Mais en fait, la question que vous vous posez, et vous avez bien raison, c'est mais que se passe-t-il en cas de fonte rapide de l'Antarctique ? Et là, vous ne trouverez personne qui vous donnera une solution. Voilà. Ce que montre l'exemple de Venise, et qu'on peut le généraliser du coup, c'est que les mesures d'adaptation côtière et estuarienne prennent typiquement des décennies à être mises en place. Donc quand on parle de relocalisation et de barrières estuariennes, on est sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de quelques décennies. Effectivement, si vous cherchez d'autres types de mesures, par exemple des solutions de renaturation, des choses comme ça peut aller plus vite. Mais bon, la durée de temps typique, pour Venise, en fait, la barrière, on a commencé à y réfléchir dans les années 60. Dans les années 80, il y a eu le projet qui était à peu près clair, et elle est opérationnelle en 2020. Donc le risque, effectivement, le risque, c'est d'être pris de court, en fait. C'est d'être pris de vitesse par l'élévation du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on fait une mesure d'adaptation qui est efficace jusqu'à peut-être 20, 30, 40 cm. Et puis déjà, on devrait réfléchir à la suivante, parce qu'on sait déjà que dans quelques dizaines d'années, on aura 20 cm supplémentaires ou 30 cm supplémentaires, et peut-être davantage en cas de fonte rapide de l'Antarctique. Donc il y a vraiment un risque à ce niveau-là d'être pris de court pour l'adaptation. C'est pour ça que le GIEC dit clairement que l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, elle est d'autant plus efficace qu'elle est planifiée très longtemps à l'avance, ce qui veut dire plusieurs décennies. Alors, quand on s'intéresse un petit peu on essaie de généraliser à nouveau, en fait, Venise, c'est un cas particulier, mais effectivement, il y a beaucoup de cas de sites historiques qui sont situés dans des zones qui sont menacées par l'élévation du niveau de la mer. Donc là, vous le voyez sur cette carte, les colonnes, en fait, qui représentent le nombre de sites. Mais c'est également une menace existentielle pour des États insulaires. Bon, là, c'est plutôt océan Indien, etc. Des infrastructures à longue durée de vie qui sont menacées, donc sur l'énergie, le transport, les ports, les villes, et puis des sites et sols pollués. Alors des sites et sols pollués, un cas là, qui commence à être étudié en France, là c'est le cas des décharges côtières par exemple. Donc on a beaucoup de décharges côtières qui sont situées dans des zones érodibles ou inondables. Et par exemple, là, c'est à Lingreville, en Normandie. Et donc, la gestion de ces sites se pose, en fait. Et à quel moment on doit intervenir ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit confiner ? Est-ce qu'on doit retirer les déchets, les mettre ailleurs, etc. Tout ça, c'est des questions à étudier. Et si on s'intéresse, par exemple, aux anciens sites industriels, donc le BRGM, sur Infoterre, on a la carte des anciens sites industriels. Donc il faut imaginer quelles sont les zones basses estuariennes dans l'estuaire de la Seine. Mais bon, à Notre-Dame de Gravenchon, par exemple, c'est une zone basse. Et il y a beaucoup de sites industriels. Et donc, il y a vraiment un sujet à ce niveau-là, en fait.
Donc là, on réfléchit vraiment sur le long terme. C'est-à-dire, on sait qu'on ne pourra pas éviter 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. On ne sait pas quand ce sera peut-être dans 80 ans, ce sera peut-être dans 2000 ans. Mais en fait, à un moment, on n'aura pas envie que les sites et sols pollués soient en contact direct avec la mer parce que ça créera des pollutions et ça, il faut peut-être y réfléchir. Alors, comment s'adapter? Alors, est-ce qu'on doit s'adapter, par exemple, en mettant des barrières estuariennes partout? Donc là, c'est la Tamise. Ça marche très bien, hein, et il ne faudrait pas imaginer que c'est impossible, mais c'est peut-être pas ça qu'on veut. Et donc, il faut peut-être regarder l'ensemble des réponses à l'élévation du niveau de la mer qui sont disponibles. Donc là, c'est issu du rapport du SROC, donc le spécial rapport sur l'océan et la cryosphère. Donc, schématiquement, les réponses, la première réponse, c'est d'éviter l'urbanisation de zones côtières basses pour limiter les risques futurs. Donc, typiquement, c'est quelque chose qu'en France, les PPR font, en fait, les plans de prévention des risques littoraux. Après, vous avez plusieurs réponses possibles qui sont de rien faire, en fait, d'attendre que les zones soient inondées. Bon. Avancer, par exemple, aux Maldives, on construit de nouvelles îles de plus en plus hautes en anticipant l'élévation du niveau de la mer. Se protéger avec des digues. Donc ça, c'est par exemple ce que modélisent la plupart des modèles globaux d'adaptation au changement climatique, c'est qu'il y a beaucoup de zones dans le monde où il est économiquement efficace de protéger. Le recul stratégique, donc on sait qu'en France, il y a eu des études du ministère de l'Environnement, il y a eu également, par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un projet éventuellement de retraite du village. C'est un sujet très, très difficile socialement, évidemment. L'accommodation, ce qui consiste à réduire la vulnérabilité des bâtiments. Donc là, c'est illustré avec des maisons sur pilotis. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vagues. Et puis, toutes les solutions fondées sur la nature. Donc, par exemple, ça peut constituer tout simplement à laisser de la posidonie sur les plages en Méditerranée pour limiter l'érosion. Alors, quand on parle de protection, il faut bien voir de quoi on parle, en fait. Quand les modèles de climat, en fait, les modèles globaux d'adaptation à l'élévation du niveau de la mer nous disent qu'il est efficace de s'adapter, que ça permet de réduire les coûts des dommages d'1 ou 2 ordres de grandeur, c'est-à-dire les diviser par 10 ou par 100. En fait, ce que modélisent ces modèles côtiers, ce sont des digues énormes. Là, c'est au Japon, hein, c'est des digues de, je crois, 10 mètres de haut, tout le long du littoral habité, en fait. Hein. C'est des barrières, là, comme ça, là, en Hollande, sur tous les estuaires. Ou alors des enrochements, des choses comme ça. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, alors les coûts, ce que nous disent les modèles globaux, c'est que c'est économiquement efficace. Donc le calendrier, faire des infrastructures de ce type, ça demande beaucoup de temps. Donc voilà. Après, c'est les effets verrous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé dans la protection du littoral, on va développer en arrière, et donc on sera verrouillé dans un choix qui sera encore plus de protection. Et puis enfin, la dernière question, c'est est-ce que c'est désirable partout? À mon avis, non, mais bon, voilà, ça c'est juste mon avis. Et puis on peut peut-être examiner les autres solutions. Et parmi les autres solutions, il y a effectivement réduire la vulnérabilité des bâtiments ou des gens, en fait. Hein, ça, c'est une solution d'adaptation, d'accommodation. On peut circuler. Là, c'est dans un estuaire à Tynemouth en Angleterre où il y a des portes étanches pour éviter l'inondation des bâtiments dans l'estuaire. Il y a également la question des maisons flottantes, qui sont plutôt des maisons de luxe, en fait, hein, dans des zones où il y a peu de vagues. Voilà, donc ça, c'est peut-être pas une solution qu'on peut répliquer partout. Bon, la faisabilité, elle est variable selon le contexte local. L'efficacité, probablement pas très efficace au-delà d'un certain niveau d'élévation au niveau de la mer. Et puis, il y a les fameuses solutions fondées sur la nature. Donc là, avec un exemple du Conservatoire du littoral, l'île Nouvelle dans l'estuaire de la Gironde. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait la dépolluérisation de cette zone. Et vous voyez effectivement que un des avantages qu'on a, c'est qu'en fait, en dépolluérisant, on atténue le pic de tempête pendant les tempêtes, en fait, le pic d'eau. Et donc ça a des avantages pour la protection. Et puis il y a d'autres avantages pour la biodiversité. Donc la faisabilité, selon le contexte social, elle peut être très variable. Et d'ailleurs, le Conservatoire du littoral fait beaucoup d'efforts pour aller vers les acteurs, pour discuter des schémas de développement, la vision à long terme, etc. Et l'efficacité en cas d'élévation très rapide, d'élévation du niveau de la mer, effectivement, la question est posée. Mais il y a quand même des co-bénéfices immédiats. Donc le rapport du GIEC fait le constat qu'il y a de très nombreuses mesures d'adaptation qui sont disponibles et que leur faisabilité et leur efficacité sont variables. Donc là, sans rentrer dans les détails, ce sont toutes les mesures, disons, d'adaptation qui ont été identifiées pour tout ce qui est fluvial et côtier, avec par exemple le cas de la relocalisation, qui est très efficace parce que si vous enlevez les enjeux, il n'y a plus de risque, mais qui sociologiquement n'est pas forcément très facile. Et donc, c'est bien illustré par l'immeuble du Signal. Et puis, toutes les solutions basées sur la nature, avec une efficacité qui est peut-être un peu moindre, parce que pour de très forts niveaux d'élévation au niveau de la mer, on ne garantit pas la sécurité des personnes, mais qui a beaucoup de co-bénéfices, notamment pour les écosystèmes naturels.
Donc pour chaque site, on a des scénarios qui sont très contrastés, avec des enjeux très différents. Là, c'est l'exemple du delta du Nil en Égypte. En fait, on a 4 scénarios. Un qui est aujourd'hui, en fait, on voit qu'on a déjà beaucoup de zones qui sont en dessous du niveau de la mer. Un scénario en fait à faible émission où entre la subsidence de l'est du delta et l'élévation du niveau de la mer, on aura davantage de zones qui seront en dessous du niveau de la mer. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de la protection, de l'accommodation, de la relocalisation. Et puis pour des scénarios à forte émission, vraisemblablement ça va être beaucoup de protection en fait. Donc les scénarios peuvent être extrêmement contrastés selon les sites. Alors, dans le rapport du GIEC, ce qui a été mis en évidence, c'est l'analyse de l'adaptation, elle n'est pas faite au regard d'analyse coût-bénéfice. C'est plutôt au regard des objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs de développement durable sur lesquels se sont accordés les pays de l'ONU. Donc vous voyez, réduction de la pauvreté, la vie sur terre et sur mer, l'action climatique, les villes, etc. Et vous voyez que par exemple en France, on n'a atteint que 2 objectifs de développement durable qui sont l'absence de pauvreté, l'industrie, et pour les autres, on peut faire des progrès. Donc en faisant de l'adaptation, en fait, on contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par exemple, pour le côtier, vous voyez que tout ce qui est, tout ce qui est politique intégrée de gestion du trait de côte, de la zone côtière, donc ça peut comprendre les estuaires, ça a des co-bénéfices pour un certain nombre pour un certain nombre d'objectifs de développement durable, notamment les réductions de perte de biodiversité. Bon, par contre, effectivement, tout ce qui est défense côtière, il faut être conscient que ça a plutôt tendance à réduire les possibilités pour les écosystèmes côtiers et asturiens. Ça, je vais passer parce que je pense que je suis à la fin, non, c'est ça ? Tac. Voilà. Et en fait, je pense que la question clé, c'est quelle vision avons-nous pour les estuaires en 2030, en 2050, en 2100 et au-delà ? Donc on sait que les estuaires ont beaucoup évolué dans le passé, et en raison d'interventions humaines. Et puis petit à petit, l'élévation du niveau de la mer, la hausse des températures, les questions en fait, de biodiversité asturienne font qu'ils se transforment. Et on va accompagner cette transformation, mais vers quoi est-ce qu'on veut aller ? C'est pas tout à fait certain. Est-ce qu'on veut endiguer partout ? Est-ce qu'on veut mettre des barrières asturiennes partout ? Est-ce qu'on veut essayer de restaurer des écosystèmes asturiens ? Ou alors est-ce qu'on a plutôt une stratégie d'abandonnement ? Donc il y a peut-être 2 choses à faire pour les zones côtières et asturiennes. C'est premièrement l'atténuation pour stabiliser le réchauffement climatique, la vitesse d'élévation au niveau de la mer, peut-être autour de 4 mm par an, et puis beaucoup d'autres co-bénéfices, c'est-à-dire limiter les effets des canicules, etc. Et puis l'adaptation, parce qu'on sait que le niveau de la mer va continuer à monter pendant des siècles, en fait, mais en développant une vision à long terme sur ces zones, et puis en élaborant une stratégie qui va du court au long terme et qui permet d'atteindre cet objectif à long terme. Donc je pense que l'idée, c'est que les transformations sont inévitables, mais comme on est obligé de se transformer, c'est aussi une opportunité pour mieux gérer les zones côtières et asturiennes. Donc merci de votre attention. Merci Monsieur Cozanet. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante à poser ? N'hésitez pas, on peut faire circuler un micro pour une question. Oui, une question ici. Oui, bonjour Gonéry, Jonathan Chenal. Donc merci pour la présentation. Est-ce que tu pourrais juste faire un petit état des lieux où en est la France dans sa prise en compte de l'aléa, des projections climatiques pour l'adaptation des littoraux et en particulier des estuaires ? Ouais. Alors là, je fais juste une parenthèse parce que j'ai oublié de rappeler la consigne, mais notamment pour tous ceux qui ne sont pas en visuel dans la salle, qui sont en ligne, et ils sont nombreux a priori. Est-ce que vous pouvez penser à vous présenter au moment où vous prenez la parole pour une question ? Jonathan Chenal de l'IGN. Voilà. Bonjour Jonathan. Alors effectivement, le GIEC n'évalue pas la politique d'adaptation de chacun des pays, mais alors c'est bien dommage parce que j'ai pas ce slide magique là qui montre où est-ce qu'on en est, à moins qu'il soit là. Oui, il est là. Tac. Voilà. Donc, en fait, l'adaptation côtière, clairement, elle est en progrès dans la plupart des pays, et le GIEC ne fait pas une évaluation précise, en fait, sur la France. Mais par exemple, en fait, ce qu'il fait, c'est que, par exemple, il fait le constat que de plus en plus de pays prennent en compte des scénarios d'élévation du niveau de la mer. En France, on a ce fameux 60 cm d'élévation du niveau de la mer qui est pris en compte depuis 2011 pour les plans de prévention des risques littoraux.
Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des pays où il y a des scénarios qui sont beaucoup plus importants qui sont pris en compte. Mais ce n'est pas forcément utilisé de la même manière. C'est-à-dire que nous, c'est pour des questions d'usage, finalement, de limiter l'urbanisation dans les zones côtières. Alors que, par exemple, en Hollande, les scénarios à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc., c'est pour faire des stress tests virtuels sur des infrastructures critiques, comme justement les barrières estuariennes. Donc, ce sont des usages qui sont très différents. Après, il y a les progrès de l'adaptation. Donc là, vous voyez en fait 5 étapes différentes qui sont se préparer à l'adaptation à travers des lois, des choses comme ça, évaluer les risques, identifier les options d'adaptation, la mettre en œuvre et puis l'évaluer. Et plus vous êtes dans le bleu foncé, plus vous avez des progrès qui sont rapportés. Vous voyez que la France, donc ça c'est au niveau national, ça ne dit rien sur ce qui se passe en région, etc. La France rapporte en fait qu'il y a des progrès importants qui ont été faits sur la plupart des étapes, mais moins sur la mise en œuvre. Voilà, donc ça, c'est le paysage général. Après, sur le détail de la réglementation, honnêtement, là, je vois des collègues du CEREMA dans la salle, voilà, je pense qu'ils répondront mieux que moi, mais voilà, il y a les plans de prévention des risques, il y a le plan national d'adaptation, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais le message du GIEC, c'est que cette gouvernance, pour s'adapter à l'élévation du niveau de la mer, elle va mettre des décennies à se mettre en œuvre. Et c'est normal, en fait, que depuis 20 ans, il y a un progrès constant. Il y a quand même des sujets sur lesquels on est un petit peu aveugle, à mon avis, qui sont premièrement les submersions chroniques à marée haute, parce que ça va arriver très vite, probablement les années 2030. Et puis deuxièmement, le très long terme, avec ces questions, en fait, qu'est-ce qu'on fait en fait, lorsqu'on va dépasser 2 mètres d'élévation au niveau de la mer, en fait. Merci. Encore une question? Oui, bonjour, Stéphane Calment de l'IRD en Guyane. Alors c'est peut-être un petit peu à côté, je suis tout en haut. Ah, voilà. Je voulais savoir, quand on regarde les courbes de paléoclimato, comme je sais pas la courbe de Bard ou des choses comme ça, il y a des melting pulse avec des vitesses de remontée du niveau de la mer qui atteignent éventuellement 2 cm par an. Est-ce que l'on sait les relier à justement la façon dont l'Antarctique a dégelé pour reprendre... j'ai été interpellé par la présentation que vous disiez avec ce scénario un peu catastrophe en fonction de comment se ferait la fonte des glaces antarctiques. Est-ce qu'on sait le faire ou pas actuellement? Juste ça. Ouais, ça, je dois dire que je ne sais pas trop la réponse, à vrai dire. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des collègues qui travaillent sur ces questions-là. Je pense que les meltwater pulse, là, c'est quand même beaucoup lié à la calotte, en fait, qui était au Canada, donc avec le lac Agassiz, là, qui s'est débâclé très rapidement. Après, je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur... En fait, qui se posent la question si le phénomène dont on parlait, là, le fameux phénomène de Marine Ice Cliffs Instabilities, celui dont on n'est pas sûr qu'il va se produire et qui pourrait causer des fonds très rapides de l'Antarctique, est-ce que ce phénomène, il a des possibilités? Est-ce qu'il s'est passé dans le passé, en fait? Et là, il n'y a pas d'accord, en fait. Il y a des gens qui disent oui, d'autres non. Voilà, en 2 mots, c'est ce que je peux dire. Encore le temps pour des questions, oui. Bonjour, Franck Mazas, Artelia. Je reviens là-dessus parce que justement j'avais participé au séminaire Protect l'an dernier où vous aviez exposé tout ça. La question que je me posais en voyant la figure, c'est qu'on sait la banquise, quand ça fond, ça n'a pas d'effet sur le niveau. C'est la même eau. Les calottes, quand elles fondent, par contre, voilà, ça rajoute de l'eau. Et en fait, les plateformes glaciaires comme ça, qui sont rattachées à la calotte mais qui flottent, en fait, je me suis demandé, alors est-ce que quand elles fondent, est-ce qu'on est un peu entre les deux? Est-ce que c'est le fait peut-être de l'accélération du flux depuis la calotte qui va contribuer à l'élévation, ou est-ce que le fait que leur surface en elle-même, on l'a vu sur la carte de l'Antarctique, réduise? Est-ce que le problème n'est pas tellement la surface, mais le fait qu'elles vont être alimentées plus vite? Enfin, je me demandais la contribution du coup sur les plateformes flottantes. Oui. Quoi. Alors déjà, la première chose, c'est comment est-ce qu'on délimite en fait la part de la plateforme qui est soumise à la marée et celle qui est vraiment solidaire à la calotte. En fait, c'est par l'interférométrie radar satellitaire. Ce sont des signaux radars qui sont envoyés par un satellite qui permettent de détecter l'effet de la marée sur les calottes. Donc on voit une partie de la calotte qui est soumise à la marée et l'autre, enfin c'est pas la calotte, excusez-moi, une partie de la plateforme de glace qui est soumise à la marée et l'autre non. Donc ces plateformes de glace, il faut bien voir que ça forme des falaises probablement 20-30 mètres sur l'océan en fait. Donc c'est vraiment des choses énormes. C'est pas la banquise avec 2-3 mètres d'épaisseur, voire moins. Et la question c'est effectivement comment donc là on voit comment c'est. Alors c'est quoi les signaux un peu comment dire,
Qu'est-ce qui pourrait se passer de grave sur ces plateformes en fait? En fait, leur débâcle en elle-même, c'est pas ça qui va causer l'élévation au niveau de la mer. C'est plutôt le fait que ça va permettre une accélération du flux comment dire, du flux de glace en fait vers l'océan. Et ça, on le voit par exemple dans la péninsule antarctique, c'est-à-dire qu'il y a déjà depuis 2002, en fait, il y a eu les plateformes, enfin à Larsen là qui se sont désagrégées, les glaciers en amont ont vraiment accéléré. Là, ça se passe en fait dans 2 énormes glaciers qui sont le Pine Island Glacier et le Twight Glacier en Antarctique. Et donc, c'est vrai que le jour où on va avoir des plateformes qui se désintègrent très rapidement, si ça se passe, là, ce sera un signal très négatif et il faudra vraiment penser à accélérer la réflexion sur l'adaptation côtière, quoi. Donc typiquement, quand il y a toute une partie des scientifiques là, qui travaillent sur l'élévation au niveau de la mer, qui se disent quels sont les signes, disons, avant-coureurs qui doivent nous dire à quel moment est-ce qu'on doit accélérer l'adaptation, et ça en fait partie. La désintégration des plateformes de glace en aval des grandes calottes des grands glaciers de la calotte antarctique, Pine Island et puis Twight Glacier. C'est qu'on enlève le bouchon, quoi. Oui, c'est un petit peu ça, ouais, voilà, exactement. Je ne suis pas un modélisateur des calottes de glace, donc je m'excuse auprès de mes collègues modélisateurs de calottes de glace qui trouveraient mes termes pas très appropriés. Encore une question peut-être? Rassasié. Peut-être moi j'aurais un commentaire et puis qui vaut question, mais peut-être question à se poser tous, chacun dans notre domaine. On voit bien qu'avec il y a une stratégie nationale gestion intégrée du trait de côte qui doit être déclinée en stratégie locale. Ça a plus ou moins de succès sur les littoraux français. La loi climat et résilience, on peut dire ce qu'on veut de son incomplétude, n'empêche qu'elle pousse fortement, une belle dynamique en tout cas sur les sujets littoraux. Et en particulier, je pense au Pays de la Loire, que je connais un peu mieux, où on n'est vraiment pas en avance sur les stratégies locales, mais le mouvement est en train de s'enclencher. Mais je suis frappé par le fait que, tant du côté des élus locaux, qui ont été marqués par Xynthia évidemment, et qui ont tiré un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas forcément compatibles avec toute la palette des stratégies possibles, tant du côté de l'administration, qui, on a beau s'envoyer à la figure, avait voulu le rapport du GIEC, honnêtement, on ne l'a pas tous lu, quoi, hein, donc... et merci pour ce récapitulatif qui nous permet déjà d'être un peu moins ignorant de son contenu. Mais voilà, dans l'administration, on n'est pas très à l'aise avec finalement la complexité de ce qui nous attend au terme de niveau marin. Il ne suffit pas de regarder juste la courbe qui monte linéairement pour avoir compris ce qui se passe et ce qui nous attend. Et même du côté des bureaux d'études qui peuvent intervenir pour des études d'aléas, submersion marine ou actualisation du PPRL. Moi, je suis frappé par le caractère, la grande fixité finalement des hypothèses qu'on se donne en entrée de scénario en fait, en disant plus 0,60 mètres, bon c'est marqué dans la circulaire donc on va le faire. Alors même que votre présentation montre à quel point finalement il y a une énorme... tout ça est très mouvant avec même une course un peu à l'obsolescence programmée des ouvrages qu'on va mettre en place ou des solutions qu'on va imaginer. Et cette complexité-là en entrée, j'ai l'impression qu'on l'appréhende ni côté élu, ni côté administration, ni côté bureau d'études quand on essaie de fabriquer quelque chose ensemble. Et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu, moi je le perçois en tout cas pour l'administration, il y a un enjeu à ce qu'on partage vite cet aspect-là, parce que le temps qu'on perd à ne pas le partager, c'est du temps qu'on va payer dans l'obsolescence. C'est ce que je retiens en particulier de cette présentation très intéressante. Alors je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que c'est exactement le message. Peut-être deux aspects sur cet aspect dynamique en fait. En France, c'est vrai que c'est statique. Alors déjà, oui, on peut faire le constat quand même que la France a fait des choses sur l'élévation au niveau de la mer. Les 60 cm, le fait de limiter l'urbanisation dans les zones basses, c'est quand même quelque chose de très positif. L'aspect peu dynamique, en fait, c'est vrai qu'on peut prendre exemple sur ce que font les collègues hollandais et anglais, par exemple. Où ce qu'ils font, c'est des adaptation pathways, des chemins d'adaptation, où en fait ils essaient d'imaginer pour certaines infrastructures à quel moment est-ce qu'il y a des points de basculement vers de nouvelles mesures d'adaptation, avec l'idée de répondre au bon moment. C'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard en fait. Voilà. Ensuite, il y a les conditions favorables à l'adaptation côtière. Et là, vous parliez des élus locaux, et je pense qu'effectivement, le problème, c'est, là le GIEC le dit très clairement, l'adaptation, elle est plus efficace, l'adaptation côtière, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique sur le côtier, lorsqu'elle est cohérente avec les priorités de développement et les valeurs socioculturelles. Et bien souvent, l'adaptation et l'élévation au niveau de la mer, c'est pas très cohérent avec les projets de développement qu'on peut voir dans les communes.
lorsqu'il y a un processus d'engagement inclusif des acteurs et des personnes exposées. Et donc là, c'est vrai que le Conservatoire du littoral fait ce genre de choses. Mais en France, on n'a pas une grosse culture de la démocratie locale, participative, etc. Et puis, lorsque les gouvernances et les institutions sont capables d'anticiper et d'accompagner les transformations. Et là, c'est vrai qu'il y a une gouvernance qui a créé, en fait, je pense. Alors, qui est en cours de création, en fait. Depuis 20 ans, elle se crée, mais on sait que ça va mettre encore du temps. Et il y a clairement ce message que l'adaptation et les gouvernances mettent typiquement 1 ou plusieurs décennies à se mettre en place. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à regarder dans les pays voisins, en fait. Par exemple, l'Angleterre, il y a des plans de management locaux, en fait, qui impliquent les gens. En fait, là, par exemple, à Tynemouth, les gens, en fait, ferment les barrières à marée haute, en fait. Voilà, il y a un dispositif, en fait, local où les gens sont impliqués. Bon, c'est peut-être pas ça qu'on veut, mais il y a peut-être des choses à apprendre sur ce sujet-là, quoi. Vous avez parlé, Isabelle Brenon, Université de La Rochelle, vous avez parlé de Xynthia et de l'adaptation qu'en a fait le département de la Charente-Maritime. Il y a eu une décision abrupte dans les 6 mois qu'ont suivi Xynthia, c'était de construire une digue tout le long du département, donc d'un bout à l'autre. Ils ont créé en ville des digues qu'on peut monter en cas d'alerte, mais par contre, derrière, il n'y a aucune réflexion sur faut-il reculer, aucune réflexion sur pendant combien de temps ces digues vont nous protéger. Il a fallu les construire, donc la construction a coûté beaucoup d'argent. Dans les conséquences, où est-ce qu'on a trouvé d'argent? S'ils ont arrêté de financer la recherche, en particulier sur le milieu littoral et sur l'élévation du niveau de la mer, il n'y a plus de thèses financées par le département parce qu'il fallait retrouver de l'argent. On a arraché tous les arbres, tous les buissons pour construire des digues et mettre des enrochements. Et il n'y a pas d'autre réflexion derrière. Donc je peux aller que dans votre sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Voilà, cette digue, elle va tenir combien? 10 ans? 20 ans? Mais après? Je crois que vous illustrez parfaitement ce qui est dit dans le rapport du GIEC. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que les messages du rapport du GIEC peuvent paraître un peu abstraits. C'est-à-dire que là, vous l'illustrez vraiment de manière, disons, très claire, parce que c'est un exemple local, etc., qui n'est pas repris dans le rapport du GIEC. Maintenant, si on veut des informations qui permettent d'aider à la décision, le rapport du GIEC n'est pas forcément la seule source et pas la meilleure source, en fait. Il y a le Haut Conseil pour le climat, donc tous les rapports du Haut Conseil pour le climat, qui là, par contre, donnent des indications très, très précises sur comment se mettre en marche pour l'atténuation et aussi pour l'adaptation. Et ça peut effectivement être beaucoup plus facile à utiliser pour des acteurs publics. Voilà. Mais effectivement, je peux qu'être d'accord avec ce que vous dites. Alors, merci Monsieur Cozanet pour ce brillant exposé et la qualité des échanges. Merci. On peut l'applaudir encore une fois, je pense. Il le mérite.